va effectivement reprendre les orientations que l'on s'était données en 2014 en nommant ça CAP sur 2017. Ces orientations, elles peuvent être toujours d'actualité et on fait un retour rapide, mais pas du tout exhaustif, de ce qu'on a pu réaliser ensemble avec les uns les autres, les établissements scolaires, les instances, les partenaires de l'enseignement catholique, pour chaque orientation. Et c'est un travail ensuite qu'on vous demandera de mener avant Noël, comme on disait, dans chaque communauté éducative. Et Yves Armel-Martin vous présentera tout à l'heure un kit pour faire cette relecture-là en établissement. Donc la première orientation était développer et soutenir l'exploration éducative et pédagogique. Donc pour illustrer cette première orientation, des exemples concrets qui ont été réalisés dans les établissements, mais aussi au niveau diocésain, au niveau de l'animation institutionnelle. Voilà, donc beaucoup de rencontres, d'échanges de pratiques entre pairs lors de journées à thème et de forums. Nous avions commencé dès 2014 par une dynamique assez importante sur le diocèse autour de la coopération, avec la venue de Sylvain Connac et la création d'un groupe recherche-action. Et puis on a proposé très régulièrement des conférences, des journées à thème sur le climat scolaire, l'école inclusive, l'écologie intégrale, le PEAC. Vous voyez ici des photos, c'est pas du tout exhaustif, ce que je vous disais, mais ça montre un petit peu le parcours que l'on a pu mener. Des projets également à destination des élèves et des projets forts qui montrent vraiment la mise en avant des valeurs et la mise en valeur des intelligences de chacun. L'accent ces dernières années sur la différenciation pédagogique pour s'adapter aux besoins de chacun. Et en 2014, on ne parlait pas encore d'école inclusive, en tout cas dans nos orientations. Et ça a été vraiment très, très développé. Les espaces scolaires et son renouvellement, dû aux différentes modalités pédagogiques mises en œuvre dans les classes aujourd'hui. On a un groupe de travail assez important aussi sur l'école du dehors, le développement d'activités pédagogiques à l'extérieur, les projets sur l'écologie intégrale, le DD, la fresque du climat, qui ont permis aux enseignants de s'approprier les évolutions en matière d'apprentissage également. L'ouverture à l'international, c'est un marqueur fort qui est arrivé ces dernières années par rapport à des projets qui avaient déjà été engagés dans vos établissements, écoles, collèges et lycées. Cette ouverture à l'international, elle est très importante pour nos élèves, pour le développement intégral de la personne, l'ouverture à l'autre, l'apprentissage de la fraternité, alors qu'elle soit sur l'Europe, avec les projets Erasmus, ou des dimensions plus larges sur l'ensemble de projets, par exemple, de solidarité internationale. Voilà. On a aussi donc travaillé sur la relation école-entreprise, avec beaucoup de création de mini-entreprises dans les collèges, dans les lycées, et parfois même en premier degré. La journée diocésaine qui avait été vécue par l'ensemble des enseignants de collège en lycée professionnel a permis de faire évoluer les représentations, et je remercie les chefs d'établissement du second degré qui ont vraiment organisé cette journée-là. Les représentations ont évolué et on voit aujourd'hui les fruits de ce projet-là, puisque au niveau de l'orientation des élèves, c'est plus fluide aujourd'hui. Alors on a certainement d'autres choses à mettre en œuvre à ce niveau-là aussi. La mutualisation et l'échange entre enseignants permet également de belles mises en œuvre dans les établissements scolaires. Et donc, où j'en étais, je ne sais plus. On a aussi, voilà, on est là sur les dernières années, donc avec un marqueur fort sur le numérique éducatif et l'entrée dès cette année de tous les établissements scolaires dans les TNE, donc territoire numérique éducatif. Donc vous allez être sollicités pour mener des projets, écrire des projets et faire des demandes de subventions pour pouvoir accéder à des financements de matériel, de ressources, de formation. Un travail également important avec une participation, subventionnement de 70% État, donc il ne faut pas passer à côté. Voilà, les montants sont énormes et je pense que ça va vraiment être un objectif cette année de vous accompagner là-dessus, sur le numérique éducatif.
en prenant en compte la parentalité numérique. Donc en prenant en compte aussi le travail avec les parents sur cette éducation numérique. Depuis l'écriture de cette première orientation, sont toujours pertinentes aujourd'hui, je le disais, mais que de chemin parcouru. Quand on relit, de se replonger un petit peu là-dedans, ça nous permet de nous dire même que les termes que l'on employait à l'époque, qui n'est pas si lointaine, ont vraiment, sont parfois datés de ce qu'on pouvait percevoir. Et alors que parfois on a l'impression que ça avance lentement, finalement, on a vraiment bien avancé au niveau des prises en compte des élèves et de leurs besoins dans l'ensemble de nos établissements, au niveau de la proposition des pédagogies innovantes et nouvelles, au niveau de l'éducatif. Voilà, vraiment, on a beaucoup avancé dans les établissements. On a vraiment des projets pédagogiques et éducatifs qui donnent du sens aux élèves, mais aussi au métier d'enseignant. Et dans de nouvelles perspectives, on le voit souvent aujourd'hui, on en a besoin parce qu'on est sur un monde de transition, on va en parler avec cette projection dans le futur cet après-midi, mais les grandes lignes, et Christophe le disait, se dessinent déjà à nous sur ce domaine éducatif et pédagogique, mais à nous maintenant de les mettre en avant, de les discerner et de les écrire. Merci. Alors, à la suite de la présentation de la première orientation par Marilyn avec Gaëlle, nous allons vous proposer une rétrospective, on va dire synthétique, parce qu'il faut aller assez vite, des évolutions. Vous allez voir que ça croise aussi avec ce que Marilyn a pu vous dire déjà. Donc, depuis la promulgation de l'orientation numéro 2. Alors, cette orientation numéro 2, elle est particulièrement centrée sur les personnes et la personne, de son accueil jusqu'à l'accompagnement bienveillant et attentif de chacune de ces personnes. Alors, ces personnes, justement, qui sont-elles? Vous le voyez, les chefs d'établissement, les enseignants, les équipes, l'ensemble des communautés éducatives, les élèves et les familles. Alors, on va commencer par les chefs d'établissement. Donc, on a mis l'accent avec Gaëlle sur la formation initiale et cette attention particulière durant les 2 premières années où ceux parmi vous qui sont rentrés dans ce processus dernièrement et ceux qui y rentrent, vous savez combien l'engagement est fort à la fois pour votre établissement et l'engagement aussi dans cette formation. Donc, on sait que dans ces moments-là, vous avez aussi besoin d'une certaine proximité et qu'on soit aussi proche de vous pour vous accompagner. C'est l'accueil des nouveaux chefs d'établissement, mais l'accueil aussi et l'accompagnement de l'ensemble des chefs d'établissement. Donc, on a illustré par 2 situations particulières. La mise en place de l'équipe de tutelle, l'exercice de la tutelle et des référents qui vous accompagnent en proximité depuis 2018. Et puis, vous le voyez derrière nous, le séminaire des chefs d'établissement, voilà, à Cléder cette année. Alors ensuite, le volet enseignant. Donc, on a choisi l'accompagnement des entrants dans le métier avec des propositions régulières de réunions d'accueil et d'information. On en propose 5 par an. Et puis, cette attention aussi particulière qu'on a aux suppléants, donc dans les propositions de temps régulier d'accompagnement tout au long de leurs 2 premières années. On va faire attention à la proposition d'animation vraiment en lien avec leur réalité. On va aussi leur proposer des analyses de situation professionnelle et puis des bilans individualisés. L'accompagnement des enseignants, c'est aussi l'accompagnement des projets et des initiatives de chacun de ces enseignants. Donc, en reconnaissant leur prise d'initiative, en les valorisant à chaque fois que possible et en leur permettant d'aller plus loin par des accompagnements. Donc, accompagnement d'équipe, accompagnement d'enseignants, mise en place de groupes de recherche-action, notamment. Et puis, partage d'expériences et mutualisation à chaque fois que c'est possible. Alors, pour ce qui concerne les équipes et les communautés éducatives, l'exercice de la tutelle diocésaine
et l'organisation des visites de tutelle qui permettent la rencontre vraiment avec tous les membres de la communauté éducative. Et ces visites sont vraiment des temps pour reconnaître les engagements au service de l'établissement, les engagements de chacun, et d'envisager ensemble des possibles pour l'avenir. Et ce sont aussi des départs vers des nouveaux projets. Le fait de se poser lors de ces visites de tutelle tous ensemble, ça permet déjà de commencer à envisager la suite avec des propositions aussi de modalités d'accompagnement que l'on peut apporter. C'est aussi l'accompagnement des équipes par les pôles et les services de la DDEC qui a été renforcé. Donc, pour l'ensemble des projets, aide à l'écriture et à la relecture des projets d'établissement, accompagnement des projets pédagogiques, des projets d'innovation, et Christophe l'a évoqué tout à l'heure, accompagnement des projets immobiliers avec une dynamique à poursuivre. Ah oui, c'est moi, je poursuis. Et puis alors, l'accompagnement des élèves. Donc, on a retenu 2 axes en particulier. Donc, depuis 2014, nous avons développé la participation et la présence des élèves aux instances. Alors, pour en citer quelques-unes, le CODIEL, Conseil diocésain des élèves, voilà, qu'on voit ici sur la photo. Alors, il y en a d'autres, bien d'autres. Le regroupement des délégués élèves, des éco-délégués, par exemple. La présence et le témoignage régulier des élèves sur différents temps forts. Cette année, enfin, l'année écoulée, ils étaient présents par exemple sur le temps fort autour des espaces. Ils sont aussi présents évidemment sur les séminaires Erasmus pour témoigner des expériences qu'ils vivent dans ce cadre. Voilà, ils sont d'ailleurs très participatifs sur ce séminaire. Voilà. Et puis, le développement d'une culture commune autour de l'accueil de tous. Alors, Marilyn le disait, l'éducation inclusive n'est pas explicitement nommée dans ces orientations. Pour autant, ça a été une dynamique forte qui est à poursuivre, bien entendu. Donc, on peut dire que nous avons développé une culture commune autour de l'éducation inclusive. Nous poursuivons la dynamique d'ouverture de dispositifs pour veiller à l'accompagnement des élèves, mais c'est aussi une vigilance et un travail autour du climat scolaire et autour de l'accompagnement de chacun de nos élèves. Et le dernier point, donc les familles, c'est instituer, c'était écrit dans l'orientation numéro 2, instituer des lieux et des temps de rencontre. Il y a eu des mises en place de conseils d'établissement, des accompagnements d'équipe aussi sur ces mises en place de conseils d'établissement où les associations de parents, appel au GEC, sont présentes. L'organisation des réunions d'équipe éducative, des réunions de SS, pour l'accompagnement des enseignants référents sur ces réunions. La pratique qui a été poursuivie des entretiens tripartites. Et puis, je pense une dimension aussi par rapport aux familles de cette formalisation de la relation école-famille. On a engagé différentes modalités de mise en œuvre et plus récemment, on a fait intervenir des experts, l'appui notamment dernièrement d'Isabelle Jouot sur la mise en place du contrat de scolarisation, le travail sur la parentalité, Marilyn l'a cité tout à l'heure, donc en lien avec le numérique. On a amorcé aussi des accompagnements spécifiques dans des situations particulières, des situations que vous vivez, des situations de tension parfois. Donc voilà, on a démarré un chemin ensemble et donc je pense que ce chemin-là sur cette relation avec les familles va devoir se poursuivre aussi dans la suite. Voilà. Alors bonjour à tous. Alors pour la troisième orientation, donc agir et construire ensemble, faire réseau et communauté, eh bien cette troisième orientation, eh bien elle était utile parce qu'elle permettait de mettre en œuvre les 2 premières orientations que l'on a passées justement à l'instant. Alors du coup, vous avez retrouvé, ou vous pourrez retrouver en tout cas les éléments de cette orientation-là dans les différents documents qui ont pu vous être donnés les années passées. Et donc, du coup, ce que nous avons voulu, au travers de cette orientation, c'est renforcer les liens entre le premier et le second degré.
parce que, effectivement, au départ, il y avait des secteurs auxquels participaient les chefs d'établissement du premier degré, et on fait partie de la même famille, et il était donc important que l'on travaille ensemble en transversalité, premier et second degré. Donc, on a mis en place, de ce fait, un certain nombre de réunions communes de premier, second degré, 3 fois au moins dans l'année, pour travailler autour de problématiques ou de projets communs. Et cela a induit aussi, dans les territoires, un certain nombre de mises en œuvre, notamment de formations communes à l'échelle de territoires. Il y a plusieurs territoires qui se sont lancés là-dedans, associant bien entendu les enseignants. Réalisation également de plaquettes promotionnelles permettant aux familles de mieux appréhender la réalité du réseau de l'enseignement catholique, et ceci dans la continuité des parcours. Et de ce fait, ça a été possible parce qu'on a structuré le diocèse en 21 territoires, un peu comme les paroisses également, et donc avec un référent de tutelle qui permet d'être la personne la plus présente au plus près du terrain, auprès des chefs d'établissement, et également 2 animateurs de territoire, un chef d'établissement du premier degré et un chef d'établissement du second degré. Et cela, ça a permis une nouvelle dynamique dans les territoires. Et donc, ces mises en œuvre ont permis également de faire un certain nombre d'autres rencontres autour de la prospective. Gilbert en parlera tout à l'heure. Des rencontres également pour penser l'avenir de l'enseignement catholique du Finistère et sa présence dans les territoires. Et on sait qu'avec les difficultés démographiques que le Finistère connaît, Madame Tuchel en a parlé tout à l'heure, nous avons aussi à repenser ou à penser l'avenir. Donc, justement, on a commencé ce travail, on devra le poursuivre. Et puis, notre volonté aussi, au travers de cela, c'est de renforcer l'image de l'enseignement catholique du Finistère dans les territoires. Notre enseignement catholique a sa place à tenir avec vous, et donc on compte sur vous là-dessus. Donc, Marilyn a parlé également de projets autour de l'international, projets aussi UXEL, mise en œuvre également de dates communes pour les portes ouvertes, et je sais qu'il y a encore plein d'autres projets qui ont été mis en œuvre dans les différents territoires. Donc tout ceci montre en tout cas la vitalité de notre enseignement, et c'est grâce à cela que nous continuerons à vivre, à prospérer. Et comme il est important qu'on travaille ensemble, on sait qu'un chef d'établissement qui est seul, un établissement qui reste seul, c'est un établissement ou un chef d'établissement en danger. Ou des équipes, c'est pareil. Donc il est important de réunir nos forces pour aller de l'avant. Et c'est ce à quoi vous allez être encore appelés dans les heures qui viennent, et les jours et les mois qui viennent. Bonjour à tous. Alors, pour la 4e orientation, vivre et témoigner de l'Évangile comme source de l'école catholique et le proposer comme un chemin de vie. Donc voilà les différents items qui avaient été proposés pour être dans cette orientation. Vous les connaissez, ça correspond aux 4 axes de la pastorale, qui sont faire de l'école un lieu d'éducation animé par l'esprit évangélique, de liberté et de charité, offrir à tous la possibilité de découvrir le Christ, donner les moyens de grandir dans la foi et relier nos établissements ou inscrire nos établissements dans la vie de l'Église locale. Le premier point mentionné n'apparaît pas dans les 4 axes, mais qui était vivre les orientations, s'inscrire dans les orientations diocésaines, donc qui peut passer dans le 4e axe. Alors, pour vous aider à vous inscrire dans ces orientations,
le pôle de la pastorale. Alors, j'y suis depuis quelque temps, mais en 2014, c'était avec Xavier Mousset. Donc, a développé plusieurs choses. Donc, pour accompagner la mise en œuvre de l'animation pastorale dans l'établissement. Donc, l'outil de la grille pastorale élaborée en 2017, la pastorale multicolore, en fait, pour reprendre et discerner, en fait, et vous permettre de mettre en œuvre l'animation pastorale au sein de l'établissement dans tous ces 4 champs et les 4 axes qu'on vient de penser. Donc, un peu plus tard, en 2019, on a voulu regrouper un peu tous les documents, dont la grille de l'animation pastorale, dans un document plus grand avec des repères concernant la pastorale scolaire au sein de l'enseignement catholique et notre inscription là dans l'Église avec notre proposition éducative particulière, ou l'Église dans ce champ de l'éducation. Donc, un conseil de la pastorale, alors peut-être il y a des choses que je vais nommer dont vous n'êtes pas forcément au courant là comme ça, mais toutes ces mises en œuvre concourent justement à cette dynamique d'une plus grande annonce et d'une plus grande connaissance de l'Évangile au sein de nos établissements. Donc le conseil de la pastorale a été créé avec des représentants, des enseignants, des chefs d'établissement, des animateurs en pastorale, du CODIR bien entendu, et des associations de parents d'élèves, de l'ISFEC, pour conseiller l'équipe pastorale de la DDEC dans toutes les propositions qu'elle peut faire. Non, j'ai pas tout fini en fait. J'ai mis plusieurs choses, je vais aller plus vite. Je viens de réaliser que j'avais la même chose en fait en face de moi, ça m'évitera de me tourner. Alors, on a bien sûr, avec l'équipe, on s'efforce de proposer, faire plusieurs propositions pour vous aider à porter l'annonce de la foi au sein de vos établissements, et c'est pas simple. Et donc des propositions en complément du service diocésain de catéchèse. Tous les élèves ne font pas catéchèse dans nos établissements, mais comment on pratique et comment on annonce aussi pour tous la vie du Christ et l'envie de découvrir Jésus-Christ. Ces propositions sont complémentaires, bien sûr. Donc, OSDC. Il y avait d'autres choses. En fait. Mais c'est tant pis. Vous avez vu, en fait, dans les différents logos, tout ce qui est mis en œuvre, et notamment aussi au niveau du secondaire, avec la venue des témoins et les rassemblements. Des repères communs aussi, donc en catéchèse, vont arriver, en automne, comme vous l'a annoncé Christophe. Alors, d'autre part, permettre le cheminement des chefs d'établissement et des équipes. C'est important et c'est un enjeu aujourd'hui pour notre enseignement catholique. Embarquer tout le monde, c'est pas simple. Et chacun y a sa place, même les non-croyants. Donc, il y a des journées pastorales qui avaient été initiées là, par Xavier Mousset. Avec la Covid, on n'a pas poursuivi. Des haltes spirituelles qui se passaient sur une journée et qui sont arrivées en soirée. C'est pareil aussi, là, ça doit trouver un autre, peut-être une autre façon de faire. La communication par le flash pasto aux équipes. Tout le monde ne fait pas de la catéchèse ou tout ça, mais l'idée, c'est vraiment d'embarquer les équipes et de bien conscientiser en fait tout ce qui se fait aussi à la fois dans les établissements et dans le domaine de l'Église. Ça concerne tout le monde, même si tout le monde ne s'investit pas de la même manière. Voilà, et donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Expliciter et affirmer plus fortement le projet de l'enseignement catholique. Alors, au niveau des services, vraiment, il y a un gros travail de travail en commun, en fait, entre les services et les temps forts des services pour vraiment relier la pastorale et faire conscientiser cette dimension pastorale au sein de tous nos services.
On travaille beaucoup avec le pôle premier degré, second degré et le service éducation pédagogie pour les événements. Au niveau des réunions UDOGEC aussi, là maintenant pour les présidents, les nouveaux présidents d'OGEC, on intervient et pour bien faire comprendre un peu comment, ce qui se vit dans nos établissements. Et puis bien sûr, cet accompagnement de la tutelle qui a été mis, ce renforcement de la tutelle depuis 2018 est vraiment aidant pour ce projet spécifique que l'on porte tous ensemble. Et je trouve que ça permet, ces visites de tutelle, on en a parlé tout à l'heure, permettent vraiment d'embarquer et de se redire quel projet on porte tous ensemble. Enfin, développer l'articulation avec les paroisses. Il faut savoir que le diocèse de Quimper et Léon, par rapport à d'autres diocèses, depuis longtemps travaille avec le service pastoral des jeunes et le service diocésain de catéchèse en étroite collaboration. On fait partie de nos... on s'invite mutuellement et on travaille ensemble sur des projets. C'est une spécificité du Finistère, en tout cas au départ, là, depuis 2014. Le document école-paroisse a été aussi travaillé avec les prêtres en archidiaconé avant de le distribuer. On doit encore l'exploiter davantage. Et puis toutes les visites aussi et ce travail en proximité avec les paroisses pour mieux faire comprendre la spécificité de la pastorale scolaire. La participation de l'enseignement catholique aux réunions des services diocésains et aux événements diocésains. On parlait tout à l'heure de la diaconie. Ça aussi, ce sont des moments importants. Alors, ce n'est pas directement vos établissements, mais ça concourt justement à cette plus grande articulation. Et les visites de tutelle articulées avec les visites pastorales de l'évêque et la rencontre des CE, des chefs d'établissement avec l'évêque est vraiment aussi un moment important. Enfin, tout cela contribue. Donc aujourd'hui, c'est le défi... on le sait, le défi de la proposition de la foi aujourd'hui, faire sens aujourd'hui à cette proposition de la foi, auprès des collègues, bien sûr, et auprès des familles. Donc, cela, pour moi, c'est vraiment relier encore plus l'acte éducatif à l'Évangile, et donc de s'y référer plus explicitement. La présence aussi de communautés chrétiennes au sein de nos établissements. Tout le monde participe au projet. Comment on se le dit, mais il faut pouvoir aussi vivre et faire voir et faire vivre par les communautés chrétiennes des temps de foi, et pas que d'annonces, mais des temps de foi, de prière dans nos établissements. Voilà. Et puis aussi à trouver aujourd'hui de nouvelles collaborations avec les paroisses, des collaborations plus grandes pour répondre à ce défi de comment aujourd'hui on va parler à nos contemporains de la foi. Qu'est-ce que ça... voilà, le sens. Je m'arrête là. Merci. Bonjour à tous, il m'appartient de conclure cette partie avec l'orientation 5, donc préparer l'avenir, anticiper les adaptations et les développements. Donc qu'avons-nous fait ensemble depuis 2014 sur cette orientation 5 ? Alors premier élément, c'était agir ensemble face à la démographie baissière sur cette période de 10 ans, avec un élément important, la volonté ensemble de se conscientiser sans culpabiliser et en étant dans l'espérance. Plutôt que de subir ce contexte démographique baissier, essayer d'y agir et plutôt que d'être en réaction, d'être en pro-action. Alors, des éléments, une baisse des effectifs scolarisés dans notre réseau. Mais dans cette baisse, puisqu'il y a 30 ans, nous avions 85 000 élèves. Aujourd'hui, quand on a commencé, on était à 64 000 élèves sur cette période-là. Aujourd'hui, pour la rentrée prochaine, nous serons aux alentours de 61 000 élèves. Donc, on voit bien que le mouvement est enclenché, avec une accélération de cette démographie baissière. En 30 ans, nous avons perdu près de 4 000 naissances par an. Sur les 20 premières années, 2 000 naissances par an. Sur les 10 dernières années, 2 000 naissances par an. Donc, une accélération de la décroissance, avec aujourd'hui une démographie donc, aux alentours de moins de 8 000 naissances par an dans le Finistère. Mais
dans ce contexte-là, une amélioration de nos taux d'audience qui ont progressé. C'est-à-dire que le public a plus baissé que nous. Et nous, dans cette phase baissière, nous avons augmenté notre taux d'audience. Dans le premier degré, on est passé de 36% à 38% des effectifs scolarisés. Dans le second degré, globalement, de 42 à 44% des effectifs scolarisés. Et puis, pourquoi ? Grâce à l'amélioration de nos flux de passage entre nos écoles à nos collèges, il a été, dans les 5 dernières années, en constante évolution grâce à votre travail. On est passé de 82% à 84% des élèves de CM2 scolarisés dans notre réseau. Et grâce à l'attractivité aussi des collèges, nous avons augmenté le nombre d'élèves qui venaient du réseau public. Donc voilà, quelques repères. Donc voilà, donc dans ce contexte quand même un peu morose, on finit avec du rose. Grâce à ce travail partenarial, ce travail de réseau est très fort entre vous, donc bravo à vous. Donc voilà, l'évolution des naissances, j'en ai parlé, de 12 000 à 8 000 naissances. Et sur les effectifs, donc vraisemblablement, pour les prochaines orientations, nous serons sous les 60 000 élèves. Voilà, donc, c'est un défi à développer ensemble, cette attractivité, pour faire que de plus en plus de familles et des familles nouvelles qui arrivent sur le département, comme l'a signalé Christophe et Madame Cuchel, connaissent l'enseignement catholique du Finistère, un enseignement catholique de profonde immersion, répondant effectivement aux besoins les plus larges, avec les fragilités, mais aussi les points forts. Donc aussi, dans ce développement, nécessité de conduire une politique d'adaptation et de développement, des fermetures et d'établissements. Sur cette période 2014-2023, 9 écoles fermées, 2 collèges, des transformations et des regroupements en ensemble scolaire, les CAM par exemple, un exemple, je salue le président de l'OGEC qui est présent avec nous, et puis des créations et des ouvertures de nouvelles implantations. Voilà, création, ouverture, Christophe en a parlé dans ses propos introductifs. La réflexion sur l'offre de formation sur Saint-Renan et le campus Kérodrin. Donc voilà, donc des adaptations et puis donc politique d'adaptation sur les structures, politique d'adaptation sur les formations. Donc en premier degré des ouvertures en filière bilingue, des ouvertures en Ulysse. En second degré des ouvertures en cette rentrée la section internationale au collège Saint-Ursule à Saint-Paul-de-Léon, en complément de la section internationale qui existe à Sainte-Anne-Brest. Donc des enseignements de spécialité, j'en salue 2, l'enseignement en EPS, pratique et culture sportive, à Landerneau et à Pont-l'Abbé, des Ulysses, une filière bilingue aussi, le lycée La Croix-Rouge qui a ouvert une deuxième ouverture en lycée, des CAP, des bacs pro, je note le bac pro GPPE, gestion des pollutions et protection de l'environnement à Saint-Paul-de-Léon, et l'enseignement supérieur aussi qui se trouve forcément impacté, des ouvertures de BTS, BTSA, de nouvelles licences. Christophe en a parlé avec l'ouverture de formation grâce à l'Université catholique de l'Ouest, dont je salue la présence d'Olivier Lebert qui va être le directeur du site de Brest. Des bachelors, le DNMAD aussi, une transformation, et le développement fort de l'apprentissage. Nous sommes partis de 0 à 400 apprentis en cette rentrée. Merci aussi pour les établissements qui accueillent des apprentis dans nos établissements. On n'y pense pas souvent, mais nos écoles primaires accueillent des apprentis pour le CAP AEPE. Et puis des créations donc, et des ouvertures de nouvelles implantations. Donc l'offre de formation au lycée à Sarnan en lien avec Jaoué, et puis le campus Kérodrin. Voilà pour les éléments sur cette dimension, tout ce que nous avons fait ensemble, et donc pour lancer tout ce que nous ferons ensemble sur les prochaines orientations. Merci à vous pour votre attention.